Salut à tous, on se retrouve pour cette émission de Bureau Oval. Et oui, on est lundi et c'est l'heure de l'émission rugby de la First Team. Et aujourd'hui est une émission particulière. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit une joueuse de rugby à 7, de l'équipe de France de rugby à 7. Et oui, les gars, on respecte quand même Johanna Grisé. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. C'est un honneur. Un honneur, carrément. C'est un honneur. Vous vous rendez compte, les gars ? Calme-toi, t'es à côté de Lucas. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci. Merci à toi d'être venu. On te présente quand même avec un CV. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'a amené quand même en équipe de France à 7 ? Ouais, tout simplement, moi j'ai commencé le rugby à la fac. Donc en fait, c'est la fac qui m'a mis au 7. Après, j'ai enchaîné, je me suis inscrite à Bobigny. Donc j'ai fait mes premières armes à 15 à Boboche. Et en fait, c'est l'universitaire qui m'a amené en fait vraiment vers ce haut niveau. J'ai fait j'ai championnat du monde universitaire. Derrière, j'ai intégré le pôle de France. Et puis cette année, maintenant ça fait 1 an, j'ai un contrat à 7 donc avec l'équipe de France. Donc première année de contrat pour moi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais croisé à Bobigny ou pas notre cher Antoine Yameau ? Et non, je ne pense pas parce que ça fait 4 ans moi que je fais du rugby et je pense qu'Antoine, quand j'ai commencé, n'était pas encore là. Ouais. T'étais pas encore là, Yam ? Enfin, était parti plutôt. Oui, voilà. Moi, j'étais pas encore là. On s'est dû se croiser, je pense. Il avait laissé des traces là-bas quand même. Bon, et donc du coup, avec nous sur ce plateau, comme d'habitude, ça va, Emeric ? Ça va très bien. On a eu un week-end de foufou. Hein. Un week-end de rugby de dingue. On embrasse bien sûr Ben qui bosse sur l'émission, qui est castré. Voilà, on est avec toi, mec. Fais pas de conneries. Exactement. Yam, ça va ? Très bien, très bien. J'étais à Rouen moi ce week-end pour la demi-finale de Fédéral 1. Assez incroyable d'ailleurs, parce qu'il y a eu des petites, on va pas dire erreurs, mais des petits soucis d'arbitrage. Avec Monsieur Cardona. Voilà, et les Albigeois, à mon avis, ils l'ont mauvaise là encore. Je pense qu'il va pas leur vacances là-bas. C'est pas leur pote. Et donc, dernière personnalité de ce plateau. Comment ça va, mon cher Lucas Bertolotto ? Dernière personnalité, quel honneur. Ça va très très bien. Écoute, je reviens de Pau. J'étais à Pau ce week-end pour la finale de Pro D2 et c'était assez fantastique, je dois le dire. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, tu commences à parler de ce match à Pau. Tu sais quoi ? Ça fait partie des news. Donc, c'est parfait. On est parti pour les news. Les transitions. Et on a vécu un week-end absolument fou avec ce match au Stade du Hameau, la finale de Pro D2 entre Bayonne et Brive. Et c'est Bayonne qui ira en top 14 l'année prochaine. Très sincèrement, on ne s'y attendait pas du tout. Non. Voilà, Lucas, donc toi tu y étais. Est-ce que tu as vécu un match incroyable et est-ce que tu t'y attendais ? Déjà, j'ai vécu un match incroyable grâce aux tribunes parce qu'il y a les supporters, stade à guichet fermé, les supporters, ils ont été fantastiques, que ce soit brivistes ou bayonnais. Et après, j'ai vécu un match incroyable parce qu'avec Bayonne, depuis ces dernières semaines, quand on les regarde, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est fantastique de voir une équipe aussi dominée qui finalement, dans les dernières minutes du match, arrive à revenir et à s'imposer comme à Oyonnax la semaine dernière. Je crois que maintenant, on peut parler vraiment de remontada pour cette équipe de Bayonne parce qu'elle est experte en la matière, quoi. Et donc, il y a eu un homme qui est le héros du match, l'homme du match, c'est Martin Bustos Moyano, qui a passé une dernière pénalité à la toute fin et qui va quitter le club, Yam. Ouais, c'est la petite histoire malheureusement triste pour lui. Il n'a pas trop joué cette année, pas forcément dans les choix du coach. Yannick Bru en parlait au Canal Rugby Club dimanche soir. C'est un grand professionnel en tout cas, et avec un super état d'esprit. Et Yannick Bru le disait après le match. Il le savait qu'il allait la passer parce que voilà, c'est un super joueur, même s'il va pas aussi vite qu'il y a une époque. En tout cas, très très bon joueur et il permet de gagner. C'est un symbole incroyable. Bon, en tout cas, Johanna, ça fait plaisir de retrouver un Bayonne. Bon, après, Brive aussi nous aurait fait plaisir, mais Bayonne en top 14, voilà, ça fait pas tâche en tout cas. Non, ça fait pas tâche. Après, moi, j'avoue que j'étais très focus sur le 7 cette année. J'ai regardé un peu le top 14 et de temps en temps, j'ai pas Canal+. Donc en fait, je suis un peu de loin, mais ouais, non, c'est bien. Il y a une bonne ambiance à Bayonne. Moi, j'aime bien le Sud-Ouest, donc ça me va. Bon, Brive après a une seconde chance quand même et affrontera Grenoble dans un barrage d'accession. Voilà, c'est la dernière chance. Voilà, après cette déception, Emeric, est-ce que selon toi, Brive est favori quand même contre Grenoble? Et après cette finale, que j'ai pas trouvé être une grande finale, de grande dans l'émotion mais pas grande en termes de rugby, j'ai pas trouvé des brivistes très impressionnants. Ils ont joué pour moi 20 minutes. S'ils font ça contre Grenoble qu'on enterre depuis super longtemps, ils savent qu'ils vont finir 3e et 13e, ils préparent leur match, justement leur d'accession. Et je pense qu'ils font Grenoble a fait un bon match, un dernier bon match à domicile contre le Loup, qui perdent d'un point sur une dernière action. Moi, je les vois favoris. Finalement, je vois Grenoble favori, alors que j'aurais pas dit ça, mais c'est au vu de cette finale, et plus la défaite.
Niveau rugby plus le moral un peu dans les chaussettes, il va falloir qu'ils se relèvent les Brivistes. Après, c'est une question de dynamique aussi. Brive a fait une saison, ils ont quasiment tout gagné. Grenoble, ça a été l'inverse. Là, Brive va jouer à domicile et ils ont clairement un Grenoble effectif. joue à domicile. Grenoble, pardon, joue à domicile, mais Brive a clairement un effectif sur un match pour aller embêter une équipe de top 14. On en avait parlé il y a quelques semaines en montrant la composition de Brive. Franchement, ils ont des joueurs qui ont évolué en top 14 pendant longtemps et ils sont capables sur un match d'embêter une équipe du niveau supérieur. Bon, après, voilà, Grenoble a terminé 13e de ce championnat. Et à l'issue de la dernière journée, on va découvrir le classement final du top 14. Alors, on passe au top 14, du coup. Et voilà, on voit que Toulouse a terminé premier devant Clermont. Ça, on le savait déjà. Lyon avait verrouillé sa 3e place. Et ce qu'on remarque, voilà, c'est que Castres a fini 7e. Alors, tu vas nous expliquer ce qui, selon toi, Aymeric, a fait que voilà, Castres a terminé 7e. Le champion de France ne sera pas en phase finale. Tu sais, je trouve ça assez incroyable parce que moi je les voyais si bien, ils avaient tellement bien démarré 2019. Je pense que c'est une énorme faillite mentale. Au final, à domicile, c'est à domicile qu'ils perdent. Sur les 13 matchs à domicile, ils en perdent 6. C'est pas normal. Dont 3 dans les 5 dernières journées. Enfin, je crois que les 3 dernières réceptions, ils les perdent. À un moment donné, si t'es pas maître chez toi, tu peux pas espérer être dans le top 6. C'est pas possible. Contre Toulouse, Montpellier, et donc là, Toulon, ils perdent leurs 3 derniers matchs à domicile. Forcément, ça fait mal. Et l'année dernière, ils s'étaient qualifiés sur la dernière journée. Et tu vois que c'est un truc qui marche pas forcément, même si c'est Castres, cette année, ils ont pas réussi. Avec le départ d'Urios, je pense qu'il va falloir élever un peu le niveau de jeu pour se rassurer un peu et pas jouer tout sur la surprise à la fin du championnat, quoi. Surtout qu'en plus, c'est contre des concurrents directs, en fait, qu'ils ont, ou plus ou moins directs, qu'ils ont perdu des points. Donc déjà, ça les a permis de remonter les autres. Et ouais, tu parlais Urios part. Ils vont pas jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ouais. Donc ça va être un gros turnover pour le club, à mon avis. Et donc, on va découvrir les autres résultats. Voilà, Castres qui ne sera donc pas en phase finale. Et d'autres résultats, notamment les derniers matchs. Alors, il n'y avait plus d'enjeu pour ces deux équipes-là. C'était les derniers matchs de Clermont voilà, qui a perdu à domicile du coup contre Montpellier. Et les derniers matchs du Stade français contre la section paloise. Il n'y avait plus d'enjeu. Il y avait quand même des adieux pour ces deux équipes-là. Les adieux de Benjamin Kaiser à Clermont et les adieux de Julien Arias au Stade français. Il y a eu plein d'autres adieux. Mais ces deux-là particuliers, ils ont une grande signification. Mais ouais, Julien Arias, donc l'ailier emblématique du Stade français, il est au club depuis 2005, il me semble. Il a marqué son 100e essai en championnat ce week-end d'ailleurs contre Pau. Donc grand monsieur, 2 fois champion de France, 2007-2015, vainqueur de la Challenge Cup. Enfin, voilà, il a quelques sélections avec l'équipe de France aussi. Moi, je me souviens des duels avec Cédric Emmons quand c'était Stade français, Stade toulousain, il y a quelques années, une dizaine d'années. C'était incroyable. Donc vraiment un grand monsieur et une fidélité aussi incroyable. Hein. Il a un essai, tu sais, sur une touche troisième sauteur, 4e sauteur. Il met 2-3 raflés, Toulouse, 80. où il arrive, c'est incroyable. C'était des duels à chaque fois. Et du coup, 10 minutes après, c'était Emmons qui lui mettait un cadet. Enfin, c'était vraiment chien-chat et c'était beau à voir en tout cas. Et lui a envie de continuer. Donc peut-être qu'il va atterrir, on ne sait pas. On va voir, ça va être une des actualités. Et donc après, il y a Benjamin Kaiser, voilà, qui est aussi un talonneur, voilà, qui a été un talonneur international, Lucas, et qui est un grand monsieur du rugby français, qui lui par contre prend sa retraite. Oui, un talonneur emblématique de Clermont depuis son retour d'Angleterre. Et il prend sa retraite pour des raisons médicales, parce qu'il peut plus jouer au rugby. Du coup, ça fait un gros vide à Clermont qui devrait se tourner vers d'autres talonneurs français pour le remplacer. Peut-être Sampéré, même, qui va quitter le Stade français lui aussi. Ouais, c'est vrai que lui aussi, hein, il y a eu des adieux assez émouvants. Johanna, est-ce que tu suis l'actualité du top 14 globalement, ou tu es plutôt plus pratiquante que suiveuse? Non, je suis. Après, c'est vrai que j'ai plus des focus sur quelques joueurs en particulier. Et j'adore regarder le rugby, vraiment. Je pourrais faire ça toute la journée. Mais vu que des fois, je n'ai pas Canal tout le temps, donc en fait, je squatte pour regarder des matchs Trop un bon petit streaming ou un truc comme ça. Ouais, Il y a un vrai message qui passe là. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai pas toute l'actualité en tête, quoi. Mais Laporte, il a dit des télés et Canal+ dans tous les clubs. Il peut pas faire un truc pour se licencier. Non. Bon, on continue en tout cas à parler de ce top 14. On va passer au débat parce que voilà, ça y est, on connaît les phases finales, on connaît la pyramide vers le Brennus. Donc tout de suite, on en débat. C'est parti. Donc les phases finales de top 14, ça y est, ça va commencer, c'est l'heure, ça y est, c'est ce qu'on attendait depuis un bon petit moment. Et on connaît cette pyramide dont je vous parlais qui va mener vers le Brennus. Alors on aura en barrage Lyon contre Montpellier et Racing contre La Rochelle. Et la question qu'on se pose, c'est qui va passer en demi-finale, qui est le favori de ces barrages-là. Et on commence à parler de Lyon-Montpellier. Alors déjà, je voulais vous demander qui voit Lyon favori. On fait quoi, à main levée? Favori, oui.
Ah d'accord, donc vous voyez tous Lyon favori, bah c'est super. Bah alors, Fin de débat. vous allez m'expliquer pourquoi, en commençant par toi Yam, pourquoi Lyon est autant favori alors. Meilleure dynamique. Maintenant, Dynamique, non. si, parce qu'ils sont dans les 3 premiers depuis un bon moment maintenant. Mais les dynamiques récentes sont assez similaires. Hein. Montpellier, c'est 6 victoires à l'extérieur et la 5e meilleure équipe déjà. Donc, Mais en jouant avec la trouillomètre, tu vois, Lyon, va ils se jouer à sont Lyon. sereins toute l'année. Donc ils sont sûrs de leur force. Il y a des gens comme Liam Gill qui rentrent. Ils sont au complet niveau effectif. Donc il n'y a pas de problème. Non, moi je les vois favoris. Après, est-ce qu'ils vont gagner, c'est autre chose, tu vois. Mais en tout cas, je les vois favoris. Ils vont recevoir en plus. Donc normalement, ça devrait le faire, même si ça va être très compliqué. Alors du coup, bah, à ce moment-là, ça y est, Lyon est reconnu enfin à sa juste valeur en tant que véritable favori. Ils n'ont pas cette 3e place par hasard, Emeric. Je pense que s'ils gagnent, ils vont vraiment mettre la brique. Comme quoi, ok, on existe vraiment dans le top 14 et il va falloir qu'on soit pris très très au sérieux. Ils produisent du beau rugby, c'est une belle équipe, c'est-à-dire que c'est pas une équipe avec des joueurs qu'on ressort nécessairement, c'est une équipe de trentenaires. Et c'est très 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 solide à domicile, c'est une seule défaite et c'est 34 points de moyenne. J'ai fait mes petits calculs avant de venir. et ils ont Wisniewski qui est j'ai du mal à le dire, mais qui est le 2e meilleur marqueur du top 14. Enfin, ils ont quand même plein d'éléments qui mettent le curseur au vert, quoi. Puis Lyon, surtout, c'est une équipe qui fait pas de bruit. On le voit déjà la saison dernière, beaucoup loué cette qualité-là. Lyon ne fait jamais de bruit, fait son chemin petit à petit, et on le voit encore cette année. Au début de la saison, ça fait parler un peu. Puis quand les phases finales approchent, ça se fait oublier et ça ressort au bon moment. Et ça, c'est impressionnant. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc on a une équipe qui avait déjà verrouillé sa place, qui était sereine, et l'autre qui a enchaîné les l'euphorie. victoires. Toi, Johanna, en tant que pratiquante, qu'est-ce que tu préfères en tant que joueuse, d'arriver avec une dynamique incroyable ou un truc un peu plus serein, tranquille pour un barrage comme ça? Je sais pas trop parce que je pense que dans tous les cas, les deux sont jouables. D'un côté, il y en a qui arrivent vraiment avec cette sérénité. Des fois, ça peut être un peu un danger, je trouve, d'être un peu dans cette fausse dynamique. Un peu, voilà, on y est, c'est tranquille. Et l'autre, d'un côté, peut dire, voilà, là, c'est maintenant, faut qu'on y aille. J'avoue que je pourrais pas. Moi, j'aime bien être un peu outsider. Je trouve que c'est sympa d'arriver, voilà, d'avoir tout à prouver et d'être maintenant, voilà, on doit s'imposer. Et j'aime bien cette dynamique. Donc plutôt Montpellier, quoi. Plutôt Montpellier, on va dire, dans l'esprit par rapport à leur dynamique, mais dans le jeu, les peu de matchs, on va dire, que j'ai pu suivre, etc., je préfère la dynamique de Lyon. Je les trouve un peu plus dynamique que Montpellier. Je trouve ça un peu plus part en plan-plan à Montpellier. Enfin, ça serait horrible parce qu'il y a des joueurs extraordinaires et que ça joue quand même très bien. Mais je trouve que Lyon, elle a vraiment ce groupe, ça joue avec tout le monde, en fait, et sans vraiment de grosses individualités. Et là, est-ce qu'ils ont des faiblesses, Lucas, Lyon? Lyon a Et forcément. quelles sont-elles, du coup? Lyon derrière. a forcément des faiblesses un peu derrière, mais c'est surtout les qualités qu'il faut mettre en avant de Lyon. C'est surtout une équipe qui en touche et une des meilleures du top 14. Et ça, la conquête, ça va être hyper important sur ce match-là parce que dès qu'on arrive dans les phases finales, ça se joue sur des détails. Et du coup, Lyon va jouer sur ses forces et sur sa conquête qui est hyper impressionnante avec Puruccelli notamment en touche. Et je pense que ça va se jouer là-dessus. Et Lyon, Johanna en a parlé, a un groupe qui est mobilisé depuis le début de la saison face à Montpellier, qu'en a un qui est mobilisé depuis quelques matchs seulement et depuis un déclic. Et je pense que ça y fait aussi. Moi, je pense que tu as le côté psychologique aussi. Mine de rien, Montpellier vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Tu as la tension qui retombe, forcément. Même s'ils sont habitués au barrage, etc., il y a des joueurs internationaux, machin. Mine de rien, ils ont déjà fait un exploit, tu vois. Leur saison, je veux dire, c'est incroyable qu'ils soient en barrage. Après le début de saison pourri qu'ils ont Incroyable, mais par exemple, Richard Esco, quand il est venu sur il l'a notre dit. émission, avait annoncé il y a plus de 3 mois que Montpellier allait se qualifier. C'était bravo à lui. Il y a eu 2 confrontations du coup cette saison. Il y a eu 2 victoires de Lyon, une large, une un peu moins large de 11 points, mais quand même c'était à Lyon. Yam, est-ce qu'il y a un petit avantage psychologique de ces 2 confrontations-là ou pas du tout? Non, pour les phases finales, tout est remis à zéro. Tu t'as beau avoir gagné en championnat, là c'est un match coup près. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc ce qui s'est passé avant, on s'en fiche en fait. Moi, je suis pas d'accord par rapport, non pas au match de cette saison, mais par rapport à la demi-finale de l'année dernière où ils ont pris une branlée 40-13. Oui, mais c'était pas le même Montpellier. C'est pas le même, il pas avait les mêmes dit la joueurs. saison dernière, Ouais, mais- dit cette saison. Parce Mais que dans cette ton saison, passif, ils sont- c'est quand même l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Montpellier, cette année, il l'avait mauvaise vis-à-vis de Castres. Je pense qu'ils sont très heureux de ce qui vient de se passer.
Après, il y a le passif est important. Moi, je pense Lyon qu'un aussi, de son passif de côté, barrage l'année est dernière, très important. découvrait ces phases finales et jouer un rôle vraiment minime. Et c'était déjà énorme qu'ils soient en demi. Cette année, ils découvrent pas. Ils veulent Voilà. prouver qu'ils sont là pour ça. En 40 Donc, grands en je pense demi, que- tu l'oublies pas. Hein. Oui, non, mais tu l'oublies pas. Mais je pense que du coup, ils viennent pas dans la même optique et tu penses un peu moins à ce match-là. Ah, mais je pense que, au contraire, moi, c'est un truc qui rajoute. Ils ont un esprit de revanche vis-à-vis aussi de cette demi-finale perdue. Moi, je les vois vraiment encore plus solides et solides mentalement avec cette envie de gagner encore plus. On leur met Montpellier en phase 2, ça va encore plus les exciter que s'ils avaient eu Castres. Et puis surtout, côté Montpellierin, il y a beaucoup de blessures. Picamol, Ouedraogo, Ngandebe qui s'est blessé. Donc là, il commence à avoir la J'ai une casse. question Et- d'ailleurs et- pour toi, Yam. Ouais. Il y a un joueur qui a été le héros de Montpellier, c'est Yuri Delomel, qui a mis 2 essais du coup ce Formé à week-end, Massy. formé à Massy, que tu le connais très bien. Est-ce que selon Très toi, bien, non, mais je le connais un tu peu. connais, t'en as entendu parler, Ouais. quoi. Tu sais que c'est un joueur qui est monté dans le groupe, un pur produit massicois. Est-ce que selon toi, Montpellier doit faire confiance à Yuri Delomel pour ce barrage, ou alors un autre joueur un peu plus expérimenté? Ouais, comme Bismarck Duplessis qui a justement été blessé. Ben, déjà, on voit que même au pied levé, il peut remplacer sans problème. C'est quelqu'un qui a 2 saisons de Pro D2 sans problème. Il a été capitaine malgré son jeune âge. Donc, niveau leadership et exemplarité sur le terrain, il n'y a aucun problème. Et puis, il l'a prouvé tout simplement ce week-end. Un doublé, même s'il y a un essai, c'est sur cocotte. Il lance très bien, il se déplace beaucoup. Donc, moi, je serais vers un coteur. En tout cas, je le mettrais titulaire sans problème. Parce que c'est aussi difficile de bouger comme ça les rotations. On a une équipe 15 qui a démarré. Le gars, il a performé. Pourquoi le sortir du groupe, en fait Ce serait immérité déjà Après, et ça pas peut très t'apporter- logique. Ça peut t'apporter un plus en mettant de l'expérience en Sur début le de banc. match et en le faisant rentrer, lui, avec sa fraîcheur, à la 55, 60e minute, pour justement mettre un peu plus de punch en fin de match si c'est serré. Est-ce qu'on est, quand on est aussi jeune que Yuri Delomel, on n'a pas un peu peur, tout simplement, ou est-ce que voilà, on se dit bon bah ça va être il va rien avoir à perdre, il va tout donner sur un barrage comme ça, Johanna? Non, moi je pense pas. Je connais un peu Yuri. Enfin, je l'ai côtoyé un petit peu. C'est un pote. Franchement, non, je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Je pense pas que ça soit un mec qui soit hyper dans la pression comme ça. Je pense qu'il l'a prouvé, voilà, comme disait Yam, il l'a prouvé cette année. Il est venu, il avait rien à prouver à personne. J'ai envie de dire, il est arrivé, il a fait son boulot. Et je pense que il doit prendre ça, voilà, comme du plus. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre et qu'il fera le boulot sans souci. On l'a vu cette année avec les nombreux jeunes lancés en top 14. On a l'impression qu'ils n'ont plus de pression maintenant. Ouais. Qu'il n'y a plus aucune pression C'est vrai que de c'est assez- découvrir ce championnat. Tu regardes dans n'importe quel club, il y a des jeunes qui ont été lancés et les mecs ils jouent comme s'ils étaient dans leur jardin. C'est beau à voir. C'est vrai que ça caractérise pas mal cette génération U20. Bon bah les gars, vous êtes à peu près tous d'accord pour dire que Lyon est favori, mais que Montpellier a une dynamique qui peut peut-être faire la différence, mais ce serait assez improbable. On passe donc au deuxième match, Racing-La Rochelle. Alors est-ce que pour certains c'est la même chose? Est-ce que le Racing est totalement favori? Bah, c'est compliqué de dire le contraire quand même. Hein. Qui voit La Rochelle gagner? Allez Voilà, quand même, alors. quelqu'un qui... Attendez, Il y c'est en a un la qui première se fois de sa vie qu'il se mouille, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, explique-nous, Yam, pourquoi tu vois La Rochelle gagner? Parce que déjà, j'ai joué au Stade français. Non, je rigole. Non, parce qu'il y a eu pas mal de choses en coulisses qui sont passées, notamment le départ du coach. Il y a eu comment dire, la mayonnaise, elle a moins pris côté Racing cette année. Le quart de finale de Coupe d'Europe a pour moi été une débâcle assez importante. Mentalement, ça a été compliqué de s'en remettre, même si ils ont rattrapé un peu en championnat. Et franchement, je les vois pas du tout aller en demi, voire en finale et gagner le Racing cette année. Pour moi, il manque quelque chose en fait. Moi justement, je pense qu'ils vont se servir de cette défaite en quart de finale de Coupe d'Europe pour pas reproduire la même chose. Parce que quand tu perds contre Toulouse à domicile, tu prends un sacré coup. Et je pense que tu essayes de retirer les points négatifs et d'en faire une force justement pour aller le plus loin possible en championnat, pour sauver un peu ta saison, parce qu'une saison blanche du Racing, c'est une saison ratée, il faut le dire complètement. Et finalement, tu vois que sur la fin de saison, ils ont réussi déjà à se remobiliser, à remettre la marche en avant, parce que les mecs, ils finissent 4e en assurant un peu leur barrage à domicile un peu plus tôt dans la saison, quoi. Un peu plus tôt que sur la dernière journée, par contre. Bon alors du coup, Yam a donné quelques arguments pour La Rochelle. Johanna, est-ce qu'il t'a convaincu ou tu penses quand même que En fait, le Racing est favori? C'est compliqué pour moi parce que Racing et La Rochelle, c'est deux clubs que j'aime beaucoup. En fait, j'ai pas un club fétiche, mais disons que Racing et La Rochelle, c'est deux équipes que j'aime beaucoup. La Rochelle, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une équipe qui a du cœur. Et l'année dernière, ils ont fait vraiment une belle saison. J'aime beaucoup tous ces joueurs. J'aime beaucoup Priso, un pilier hyper dynamique avec qui j'ai joué en IDF avec Île-de-France. Et enfin.
j'ai du mal. Je pense que Racing pour le contenu, mais La Rochelle pour le cœur. Et du coup, je sais pas. Oui, tu sais pas. Le Racing, Non, c'est une machine à marquer. Hein. C'est ça qu'il faut noter, c'est une machine à marquer. Il y a 3 joueurs qui font partie du top 10 des meilleurs marqueurs du top 14. Tu as Vakatawa, Zebo et Imhoff. C'est énorme. Ils ont une ligne d'arrière qui est monstrueuse. Ils sont Et monstrueux. partout, il me et semble maintenant, que ils ont là- juste à retrouver leur solidité défensive qu'ils avaient en début de saison jusqu'à ce fameux quart de finale de Coupe d'Europe parce qu'ils étaient solides défensivement. Maintenant, il leur manque plus que ça à retrouver. Et s'ils retrouvent ça, tu peux être sûr qu'ils vont aller titiller tout le monde jusqu'en finale et peut-être jusqu'au bout. Moi, j'espère que ça va être assez ouvert hein, quand même, parce que j'espère que La Rochelle va pas se tromper et va continuer sur leur dynamique d'envoyer du feu, et va pas se dire bon bah on joue une équipe sursolide, on va alourdir et on va aller sur de l'affrontement. Parce que là, ça serait la pire chose à faire. Je pense que le Racing, s'il y a un moyen de les prendre, c'est en leur mettant le feu, parce qu'ils sont friables. C'est une énorme machine, mais ils sont friables et c'est le seul salut pour moi pour La Rochelle, c'est qu'il faut qu'ils foutent le feu. Les Retière, il est en feu, il me régale à chaque match. Faut le lâcher quoi. Donc en gros, si tu étais Xavier Garbajosa, tu mettrais une équipe un peu plus rapide que puissante, lourde. Ben voilà, en Ouais, fait, il clairement, faut ouais. garder. Et ils mettent 80 grains, même à des équipes un petit peu. Voilà, l'UBB c'était en vacances, mais ils leur mettent 80 grains. Tu mets pas 80 grains en top 14 pour rien. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. C'est à Pau aussi, je crois qu'ils en Après, ils le font passent contre une équipe de Pau qui est vraiment à la rue, contre une équipe de Bordeaux qui est en vacances, Ouais, comme tu l'as dit. Mais gaffe, t'es en train de changer d'avis là, et de voir La Rochelle Non, capable non. largement de le faire. Je pense que, en fait, La Rochelle, c'était comme pour la finale face à Clermont. On a envie, mais c'est une équipe, je pense, d'avenir. Je pense que c'est pas encore assez mature. Par contre, ils peuvent nous faire un coup, mais le Racing, c'est quand même au-dessus, quoi. Après, ouais, ils ont une saison en dents de scie. Là, ils font 3-4 derniers matchs où ils mettent 80 points, comme dit Emeric. Mais avant ça, ils font 3-4 matchs où ils sont complètement en dedans. Puis 3-4 matchs où ils sont bien, mais avant ça. Et ça a été ça toute la saison, en fait. Ça a été une bonne période de 4 matchs, une mauvaise, une bonne. Et à savoir maintenant si ça va continuer sur la bonne ou si la dynamique va s'inverser. Pour reprendre ton idée du Racing de tout à l'heure, ils ont perdu une finale de Challenge Cup, donc je pense qu'ils vont aussi s'en servir pour activer des leviers psychologiques. Et il faut absolument qu'ils gardent leur identité de jeu, qui est sur la vitesse. Évidemment, tu parlais de Retière, mais moi je parlais de Rates, de Mori Valou, de Aguillon, de Botia s'il faut mettre de la vitesse, de la puissance. Donc ils ont tout, ils ont vitesse, ils ont puissance. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Et justement, La Rochelle, il faut pas qu'ils se trompent en alourdissant le pack. Pour moi, il faut qu'ils gardent ça, parce que on l'a vu contre Clermont, ils ont voulu alourdir et ça l'a pas fait du tout. Donc, surtout que là, face au Racing, si tu alourdis le pack, t'es mort. Parce que le pack de Racing. Il faut les c'est solide. déplacer, exactement. Il faut les déplacer, il faut les faire courir, ils sont lourds. Donc justement, en faisant ça, Parce que moi je pense que ça là, peut là, passer. si tu mets Tamé Ifuna d'un côté et Antonio de l'autre, on va avoir un beau barrage, les gars. hein. En plus, le Racing ne va pas jouer à l'U Arena. On en parlait dans les. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour vous Bah, déjà, que c'est le de la Racing pelouse. ne puisse pas jouer à l'U Arena parce qu'il y a un concert de Mylène Farmer, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon voilà, concert de Mylène Farmer, du coup ils vont jouer à Colombes, ils retrouvent Colombes, ça change vraiment quelque chose? Mais c'est bizarre, toute l'année, enfin depuis 1 an et demi, tu joues dans un stade et puis là tu joues dans un autre pour des raisons en plus des logiques business. Je trouve ça vraiment dommage en tout cas. Ils auraient dû mettre Mylène Farmer à Colombes. Voilà. Mais bon, elle aurait peut-être pas trop aimé. Non, mais tu trouves des dates, je sais pas. Il y a 365 jours dans l'année. Enfin, ce genre de doublon, Non, mais c'est catastrophique. Moi, je comprends pas. Vraiment. C'est Guinoves qui sera pas content encore un doublon, c'est juste pas possible. Non mais c'est Non, n'importe mais quoi, vraiment. t'as quand même des dates dans l'année que Je tu pense- coches où tu dis bon ma salle de spectacle je vais pas la louer. C'est quoi ce manque de respect envers Envers les le club, joueurs, envers les. envers les joueurs, Il envers voyait les peut-être pas supporters. jusque-là. Hein. Il Ah. voyait peut-être pas jusque-là. hein. Ou alors mais trop c'est pas présomptueux, il les voyait déjà en demi-finale, tu vois. Après, Ouais, Johanna, mais- c'est peut-être un truc incroyable aussi de jouer à Colombes un barrage. Si ça gagne, ça peut être historiquement quelque chose, un beau clin d'œil quand même. Ouais, moi j'en parlais avec Cam justement, ça nous est déjà arrivé donc quand je jouais à 15 avec Bobigny où on avait un match très important contre Lille qui à l'époque était au-dessus du championnat, on les a joués chez nous mais pas dans notre stade et ça n'a pas changé grand-chose. C'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre parce que tu te dis putain c'est pas ici qu'on joue mais finalement la Tu te dynamique sens quand même à restait la mienne. domicile. Ben, oui, tu te sens quand même à domicile parce que c'est ton quartier, j'ai envie de dire, c'est ta région, t'es chez toi. Mais C'est c'est vrai check. que, sûrement, ouais, check. C'est le check, il dit non, mais mais pour, laisse-le. de passer de synthétique à pelouse, c'est vrai que pour le coup, et en plus enfermé, faut le dire, le Racing c'est étrange d'aller jouer là-bas. Je trouve que t'es dans un espace complètement confiné et là tu passes dans un truc un peu pourri au fin fond de Colombes là, avec de l'herbe. Même Ouais, pas c'est aux vrai que normes. c'est pas la- Mais est-ce Bah, que- j'aime beaucoup Colombes, mais c'est vrai que c'est très étrange. Non mais Colombe on est d'accord. C'est atypique. Franchement si tu le sais pas,
tu peux pas deviner qu'il y a un terrain de rugby au milieu des Ah tours. non, hein. tu peux pas. Après, Et- ça va Ça rappeler a son beaucoup de charme. souvenirs. Ça a son Ça va charme. rappeler beaucoup de souvenirs pour des joueurs comme Machno, comme Chavancy, comme Camille Chat qui sont là Ouais. depuis un moment. Franchement, je pense que ces Et- joueurs-là, ils sont même contents d'aller à Et voilà, et ces mecs-là, ils ont connu que Colombe, et plus même Colombe que la U Arena. Et je pense que eux, ça va leur faire plaisir de retrouver ce stade, ça va leur rappeler des souvenirs, il va y avoir beaucoup d'émotions, et je pense que ça peut les aider pour élever leur niveau de jeu en fin de match. Avant de passer au focus, on va se faire un résumé et revoir cette pyramide vers la phase finale et vers le bouclier de Brennus. Donc on aura des barrages qui seront donc Racing La Rochelle. Le vainqueur affrontera Toulouse. Et Lyon-Montpellier, le vainqueur affrontera Clermont. Donc Johanna, on ne t'aura pas sur la suite des phases finales. Qui selon toi est favori pour être champion de France? Toulouse. Ah, je sens un grand sourire, je sens que... Est-ce que même tu es supporter de Toulouse ou pas du tout Non, je suis juste supportrice de Colby, en fait. Ah. C'est tout. C'est mon joueur favori et enfin, faut le dire, ils ont derrière, c'est affolant tout ce qui se passe. Ils ont une ligne de trois quarts qui est, je trouve, incroyable, vraiment. En Ça termes part de du dynamique, neuf. ça bouge dans tous les sens, Je ça me va rappelle. vite. Et moi, j'adore ça. Dupont Moi, j'aime pas le jour en plan-plan, forcément avec le 7. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, et franchement, moi, enfin, à l'image, vous vous souvenez, cet essai-là, avec le pied, Médard, machin, Schiste derrière. Enfin, pour moi, ils envoient du jeu terrible. Et Toulouse, je vois Toulouse, moi, au bout. Voilà. Toulouse, alors on verra. Et dites-nous, vous, dans les commentaires, nos suiveurs, si oui ou non, vous voyez vous aussi Toulouse. Et sur les barrages, qui va gagner entre Lyon, Montpellier et Racing La Rochelle. Et c'est l'heure de passer au rugby à 7. Tu commençais à en parler. Et au focus, c'est parti. Et donc, ce focus, on va parler de rugby à 7. Donc, Johanna, c'est l'heure de te connaître un peu mieux. Alors, tu es joueuse à Bobigny à 15. On va revoir ton CV. Équipe du top 8. Du coup, alors, tu m'expliquais que tu n'y joues plus beaucoup. Tu te concentres beaucoup sur l'équipe de France à 7. Bon, le top 8, c'est le meilleur niveau national, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, tu es là pour parler de ton parcours avec France 7, car tu as signé un contrat il y a un an. Donc moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans le 7, tout simplement, plus que dans le 15. En fait, c'est pas une question de choix, c'est vraiment plus d'opportunité. Pour le coup, voilà, moi j'ai découvert le 7 avec l'universitaire et clairement je me suis découverte vraiment dans le 7 et en fait j'ai eu l'occasion, bah voilà, ça s'est fait un peu tout seul. On m'a vu dans ce milieu-là, donc en fait voilà, on est venu me chercher à 7. J'étais plus performante clairement à 7 qu'à 15 et voilà, on m'a proposé le contrat suite à quelques entraînements en stage avec France A7 Développement. Et voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Ça me rappelle le parcours d'un joueur de rugby, pareil, qui a connu le 7 en universitaire, et c'était un certain Jonah Lomu, qui a connu le 7 en universitaire, qui a évolué, et les Blacks sont venus le chercher à 7 dans son lycée pour le mettre après. Capillairement, la comparaison, elle est pas sympa. quoi. Par contre, rugbystiquement, je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est J'aimerais vrai, bien. c'est vrai. J'aimerais bien. Et c'est vrai que moi, ça me rappelle quand même quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a joué à Bobigny à 15 et qui aime bien aussi le 7, c'est Yam. Voilà. Yam, toi aussi, tu as beaucoup joué à 7. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est différent dans le 7 que dans le 15? C'est une autre discipline déjà. En termes de préparation physique, c'est incroyable les efforts et l'intensité qu'il faut y mettre. Ah, c'est dur. Donc déjà, si t'es pas prêt, tu peux pas jouer à 7 et surtout à haut niveau. Et ça te permet en fait de te développer en tant que joueur. Nous qui jouons 3 quarts, c'est génial parce que d'habitude à 15 on joue pas trop, ou on touche pas trop de ballon en tout cas, il y a moins d'espace. Mais là tu as tout le terrain avec 2 fois moins de joueurs. Donc tu as des espaces, tu peux tester tes appuis, il y a des longues passes, donc ça t'apprend la technique individuelle, le replacement, les courses, etc. Donc c'est vraiment une très bonne école pour jouer à 15. Et défensivement aussi, c'est hyper. Et défensivement incroyable. aussi, parce qu'il faut contrôler, des fois il faut monter en rush, mettre la pression, etc. Donc non, c'est une très belle école pour apprendre le rugby. Et Johanna parlait de Cheslin Kolbe. Cheslin Kolbe en Afrique du Sud, c'est très simple. Il était trop petit pour jouer à 15. Donc on l'a mis à 7, il s'est développé physiquement. Et après, maintenant, il est en train de prouver à tout le monde que le gabarit n'est pas un facteur, en tout cas, pour être performant. Et on voit qu'il a des attitudes incroyables qu'il a développées grâce au Seven. Et donc le but de ce focus, c'est de présenter l'équipe de France féminine à 7. Alors Johanna, qui sont en gros les cadres qu'il faut connaître absolument? Fanny Horta, la capitaine, qui a 33 ans maintenant, qui a 10 ans de 7 derrière elle. Je pense que c'est la joueuse incontournable.
grande dame du rugby à 7, Marjorie Mayence, qui est très connue aussi parce qu'elle a fait énormément de sélections à 15, très grosse plaqueuse, 3e ligne de renommée, cadre aussi de cette équipe de rugby à 7. Et j'ai envie de dire maintenant, un peu dans les nouvelles, Anne-Cécile Sofani, qui est aussi issue de la formation balbinienne, très rapide, genre très complète. Et franchement, elle met des essais à tout va et c'est un peu notre clé, quoi. Bon après les gars, on va pas mentir, c'est pas l'équipe de France féminine à 7, c'est pas un truc qu'on regarde tout le temps, voilà. Mais par contre, est-ce que vous commencez à vous y intéresser petit à petit? Ben, forcément, tu t'y intéresses petit à petit parce que déjà, on s'intéresse de plus en plus à l'équipe de France féminine à 15 déjà, qui a des résultats. Et l'équipe de France à 7 a aussi des résultats. Et donc forcément, quand tu commences à t'intéresser au 7, plus aux filles, ben, tu viens à l'équipe de France féminine à 7 et tu découvres que c'est pas mal et qu'à certains moments, elle a même fait plus parler que l'équipe masculine. Moi, je vais même plus loin. Moi, je pense que le 7, c'est clairement l'avenir. Parce que c'est comme ça qu'on va attirer les gosses, tu vois. Parce que ça va vite, parce que c'est agréable à jouer, parce C'est qu'ils l'ont spectaculaire. intelligemment mis au JO. Et à partir du moment où ça va se développer, tu vois, là, ce week-end, il y avait une étape du 7. Et bah, c'est hyper cool à regarder. Et tu te fais ça toute la journée. Et ça passe, quoi. Parce que ça va très, très vite. C'est très agréable. Et par contre, voilà, ça implique que les Français et Françaises fassent des performances, quoi. Mais franchement, moi, j'en doute pas. Et vraiment, c'est hyper important. Et ouais, on s'y intéresse. Mais comme tu dis, on le voit pas trop. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5-6 dates. Ouais, chez les filles, en fait, c'est ça. Il y a 6 tournois dans l'année. Chez les garçons, je crois qu'il y en a 10, 12, je sais plus exactement. Et en fait, le problème, c'est simplement que c'est en décalé, en fait. Donc, si tu veux retransmettre en direct, c'est sur des heures à 4 heures du matin, 6 heures. Et malheureusement, le 7 n'a pas encore énormément de notoriété. Donc, en fait, on manque juste de diffusion. Et c'est ce qui nous permettrait d'être mis en valeur. Et je pense que vraiment, ça tend à plaire parce que, voilà, comme tu disais, c'est hyper vendeur, quoi. C'est 14 minutes. T'as pas le temps de t'embêter, quoi. Le 15, Tu vois j'adore. Mais 80 minutes, ça peut être très long quand t'as que des Ah ouais. pick and go et que Ah ça bah. joue pas. Tu te dis putain, c'est cool, quoi, mais on a le temps de boire nos bières, quoi. Ah bah, Alors Ouais, c'est que, peut-être pas plus mal, remarque, ouais, des fois. ouais, ouais, mais Avoir à le sept temps de aussi, boire sa mais- bière. le 7 est très Clairement, festif, hein, donc, Clairement, c'est ça. Et puis tu vois que c'est vraiment la source même de l'évitement. Et tu sais, avec toutes les polémiques, les affrontements, les chocs, etc. Je vais faire le vieux con, alors que j'ai 30 balais, hein, mais tes parents, tu vois, ton gosse, tu vois le 7, t'es plus rassuré que si tu vois du 15 et que tu connais pas le rugby, tu vois. Donc, non, clairement, c'est vraiment bien. Il faut que ça se développe encore un maximum. Et faut faire un podium en 2024 à Paris. Oui, ouais, justement, on parlera après de podium, de résultats, etc. Yam, toi, tu voulais Ouais, faire- mais on parlait de développement. Je pense que pour développer aussi cette pratique, il faut donner les moyens à ces acteurs et ces actrices. Et Johanna, tu peux nous en parler un peu, c'est vachement précaire. Je parlerai même pas que du salaire, mais les moyens. Tu me parlais avant l'émission, tu nous as rapporté un super maillot. Vous avez même pas un jeu de maillot par Tu peux compétition. le montrer, ce maillot, d'ailleurs, à la caméra. Franchement, il est magnifique. Ouais, C'est un maillot stylé. qui est réussi, Franchement, il est c'est stylé. sûr. Il est incroyable. c'est vrai qu'il est beau. Il est très Nouvel joli. équipementier, Très le coq sportif. C'est vrai, toi, Ouais, on est très contents. du coup, c'est assez précaire. Est-ce que tu as des études à côté ou est-ce que tu as un contrat à Alors. faire et tu ne fais que t'entraîner? En fait, c'est particulier, nous, chez les filles, on est à 75%. Je peux pas vous dire pourquoi. En gros, ils veulent privilégier le double projet, donc qu'on puisse rester sur nos études, etc. Ce que je trouve un petit peu hypocrite parce que chez les garçons, c'est du 100% et ça ne les empêche pas d'être en études. Mais bon, en tout cas, voilà, on est en 75%. Il faut dire déjà que c'est quand même une très grosse évolution parce qu'il y a 4-5 ans de ça, les filles étaient même pas au SMIC. Donc il faut vraiment, par contre, reconnaître que la FFR fait vraiment des évolutions sur ça. On reconnaît le rugby féminin et ça tend vraiment à augmenter et être de plus en plus vu et connu. Mais voilà, par exemple, pour une fourchette, on gagne entre 1005 et 2005 net. Voilà, tout est pour tout. Donc c'est vrai que quand on compare sur les salaires masculins, on est à des milliers d'années de ce qui se passe. Après, voilà, c'est aussi, c'est le 7, c'est moins connu. Le 7 féminin est pas beaucoup diffusé. Donc voilà, on ne peut pas demander à la FFR de sortir des milliers et des cents pour malheureusement une pratique qui n'est pas encore hyper reconnue et qui ramène pas beaucoup d'argent, quoi, Mais malheureusement. au moins c'est- des abonnements canal pour voir le. Au moins des abonnements canal, Ouais, c'est bien vrai. sûr. Alors du coup, vous êtes la 5e équipe mondiale. L'année dernière, vous étiez 3e. Ouais. Il reste une date, c'est Biarritz, le dernier calendrier de la saison, c'est le 15 juin. C'est ça. Est-ce que le groupe et le staff sont satisfaits de votre saison? Satisfait, oui, parce que
l'équipe a quand même changé, il y a des joueuses qui sont parties, il y a des nouvelles qui sont arrivées, on a eu énormément de blessés, on a beau être 24 sous contrat, malheureusement le set est tellement exigeant que physiquement, mais il y a forcément des pépins à un moment donné, et donc on a fait en fait avec ce qu'on avait, et vraiment il y a eu une belle dynamique. Malheureusement ça reflète pas vraiment ce qui s'est passé, parce que toutes les équipes progressent, il faut le dire, il faut arrêter de dire ouais on est nul, on est sur des machins, il faut juste reconnaître qu'il y a des équipes qui progressent, nous aussi on progresse, et chacun a sa barre en fait, à son échelle, et non, je pense que vraiment on a fait une belle saison. On s'est juste un peu chié en début de saison à Dubaï, à Glendale, où on fait des 7-6 qui ne sont pas nos places, parce que clairement on fait vice-championne du monde l'année dernière, on n'en a pas parlé, mais l'année dernière la FIS quand même vice-championne du monde, on fait une finale à la Coupe du monde de Seven. Et voilà, donc maintenant il faut aller chercher ce tournoi-là à Kazan, le TQO, voilà, pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020, parce que c'est pas fait. Oui, c'est ça en fait. Toi, j'imagine que quand on a 22 ans, qu'on est intégré à l'équipe de France à 7, les Jeux Olympiques 2020, c'est l'objectif. Ouais. Vraiment, c'est l'objectif premier. Et bah voilà, on fait pas partie des 4 premières, mais on est juste 5e. Voilà, donc il faut qu'on aille se chercher cette qualif à Kazan. On doit gagner le tournoi. Et ouais, les Jeux, clairement, ça fait rêver. Et puis ça prépare à bien 2024. 2024, on est déjà inscrite parce qu'on est ville haute. Mais voilà, la médaille d'or olympique, c'est juste, ça passe au-dessus de tout, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, les Jeux Olympiques, c'est quand même. C'est le en Graal. plus, ça peut permettre à redynamiser encore et encore à vendre le produit équipe de France à 7. Ouais, Non, mais c'est ça. En fait, c'est qu'il y a deux trucs. C'est que je pense que toi, en tant que joueuse, c'est le Graal absolu. Mais en plus, vous portez sur vos épaules la vitrine du rugby. C'est-à-dire que là, notre 15 de France, avec le tournoi de Nation, je pense qu'on ça va pas générer beaucoup de licences, quoi. Alors que si on voit un set performant masculin-féminin, et ça peut vraiment faire beaucoup de licenciés, et ça peut faire beaucoup de bien. Je pense que vraiment en France, en tout cas, il faut absolument développer le set encore plus. Avant de passer au quiz à la fameuse 3e mi-temps, les gars, et les filles d'ailleurs, il va falloir que je m'y habitue parce que voilà, on reçoit des filles et ça fait plaisir, c'est la 2e. On va dire quand même un mot des garçons, juste, je le dis comme ça, c'est que les garçons ont battu la Nouvelle-Zélande ce Deuxième week-end, fois de suite. en quart de finale, 2e fois de suite. Bon, après, il y a eu défaite contre l'Australie, mais bon, voilà, c'est déjà une belle performance que de battre à nouveau la Nouvelle-Zélande. Et on voit Jean-Pascal Barak, Yam. Par contre, toi, tu étais énervé de leur défaite en... Ouais, parce que Johanna n'est pas Contre d'accord avec l'Australie. moi, mais je trouve que c'est dommage, ils sont capables de faire des très bonnes choses. Et puis sur les basiques, les fondamentaux, se trouver complètement. Donc à chaque fois, moi, je ressors frustré de leur match et j'en ai marre en fait. Donc voilà. Ouais. Dernier mot pour Johanna, les garçons, vous les croisez souvent à Ouais, Marcoussis? bien sûr, on s'entraîne avec eux, on les croise, ils sont moins souvent que là, moins là souvent, pardon, excusez-moi, à Marcoussis, mais ils ont plus de tournois, donc forcément, on les croise un peu moins. Mais bon, on les côtoie, on se voit, on se suit, et voilà, oui, effectivement, c'est frustrant parce que des fois, ils font des trucs incroyables et ils arrivent à tout faire basculer, à craquer sur un match pour des petites bêtises, mais il faut pas oublier d'où ils partent en fait. Ils ont fait une saison compliquée parce qu'ils ont un début de saison où ils arrivent à faire des 13e, des 12e, donc quasiment à finir dernier. Ouais. Et ils font 2 finales, faut dire, ils font 2 finales à la suite. Ils font 2e, ils sont capables de tout. Et Ils sont dans le c'est- top 10 là. Ouais, Et puis c'est pas arrivé c'est un depuis 5 groupe ans, donc, qui évolue, quoi. Et donc, les dernières dates, si vous voulez vous intéresser à l'équipe de France, donc les garçons joueront tournoi de Paris à Jean-Bouin 1er et 2 juin, et les filles joueront à Biarritz 15 et 16 juin. Donc n'hésitez pas à regarder, vous allez voir, vous allez kiffer. Quant à nous, c'est l'heure de kiffer aussi parce que c'est l'heure du quiz. C'est parti. Il n'y a pas de filles, mais il y a des garçons aux cheveux longs. Donc voilà, vous allez voir. C'est bon. On commence par 3 qui est, Johanna. En gros, voilà, t'es avec Lucas, les règles. T'es avec Lucas contre Yam et Emeric. Donc si tu bats Lucas, tu vas pouvoir le charrier dans la vie de tous les jours. Alors, qui est-ce? On part, en gros, on met une photo, le visage est Porrical. caché. Ce n'est pas Porrical et vous devez trouver qui c'est. Sachant qu'ils ont fait une première proposition, c'est à vous de faire une proposition. Ah, on fait comme ça. Ah, on fait Ah comme ouais, ça. on fait comme ça. Oh, l'autre. On fait comme ça parce qu'après, Yam, il aime beaucoup proposer 1000 noms. À l'ancienne, là, non, pas du tout. Ça n'empêche pas de Les perdre filles. parfois. Ce n'est pas Bézi. Je- Est-ce que vous avez un gars en tête? Ah, Icardi. Moi j'en ai un, ouais. Vas-y, hein. Vas-y, tu peux y aller. Non. Et Cochard? C'est pas Ecochard. C'est un maillot très ancien. Ah oui, Tom C'est Ecochard. pas Jérémy Icardi? Non. Ce n'est pas. Je sais pas, je- Il dit, Capillaire. c'est un grand joueur du top 14 qui s'appelait Nicolas. Sancho. Jean-Jean. Non. Nicolas. Mais- C'est quoi, c'est son prénom, Nicolas? Ouais. Nicolas. Ah les gars,
Ah, mais si t'as pris Faut la 1900, sentir. 1944 aussi, on sait Attends, pas. non. Nicolin. Personne Ouais, s'appelle vous le Nicolas. méritez pas, cet homme-là. Hein. Nicolas Mas. Non, avec Nicolas. Les Ouais, initiales, c'est NL. Ah, pardon. Nicolin ou Nicolas. Ah, Nicolas. Larag. Nicolas Laharac. Franchement, je vous le donne, mais vous le méritez pas beaucoup, ce point. Ouais, non, celui-là, je pense que. C'est Nicolas Là, t'es Laharac. chaud, là. J'ai compris Nicolin, moi, j'ai bugué. Ouais, Nicolas, non. Ça, c'est au foot. Ça, c'est au foot. Donc 1-0 pour Yam et Emeric. Spedding. Excusez-moi. Non, c'est pas Speeding. Bah oui, bah vas-y, dis-le. Mais oui, C'est un arrière. il est métis. Floche. Non, C'est non. Anthony Floch. Quoi? Bravo. Il est pas métis. Tu avais pas vu Ça, les bras ça, c'est métis. Elle avait pas vu les bras, je crois. Est-ce que tu veux des lunettes? Non, mais il est des bras. Elle regardait Yann. Elle Il est regardait Yann. bronzé. Elle a fait Il est bronzé. Il est bronzé. Mais non, mais on aurait dit le centre. Ah, c'est Anthony Floch qui donne donc un Voilà. deuxième point à Yam. Non, Ah, pas je sais. Fofana, Dernier joueur du Nana, Stade français. Ficou. Non, Ouais. pas Ficou. Ça, c'est Ficou, mais ça, Fofana. c'est pas Oui, c'est que Ficou. j'avais dit Fofana. On se concentre sur le dernier qui est. Je l'ai. Ah, c'est Blin. Non. Vous en avez dit un. Tant pis pour toi, c'est pas Mathieu Blin. Ah, C'est un centre. c'est un centre. Ah, Johanna. Ah, il y a En Bastaro plus, derrière. qui a Moi, joué à j'ai Toulon. Bastaro derrière. hein. Ah, Messina. Geoffrey Messina. Messina, bravo, ça fait 2-1. Bah, je l'avais, hein. Ouais, Nicolas, t'as dit quoi toi? Blanc. Je l'avais, c'est ça. En caché. Ça fait 2-1, on peut passer. Putain, t'es allé le au chercher qui loin, lui. Hein. suis-je. Alors, Ouais, le je dernier sais, jeu, on se dépêche, on n'a plus beaucoup de Mais temps. Qui suis-je? Je ne peux pas perdre. On se concentre, les gars. Je suis né à Bergerac il y a 41 ans. J'ai pris ma retraite en 2014. Je suis champion de France une fois en 2013, finaliste une fois en 2014. J'ai été le premier joueur du top 14 à passer la barre des 2000 points et le premier aussi à Tellet. passer la... Romain Tellet, bravo Lucas. Franchement, solide. Félicitations qui a donc, à la fin de sa carrière à Castres, grand joueur de Castres, entraîné en équipe de France, mais qui avait été ensuite évacué Oh, le reste, au moment de là, l'arrivée c'est de maintenant. Guinovès. Ça fait 2-2, donc on va avoir un dernier qui suis-je qui va être décisif. Soyez rapide, il peut être assez facile. 7, c'est le nombre de clubs dans lesquels j'ai joué durant ma carrière, qu'on peut dire mouvementée. 3, c'est le nombre maximum de saisons dans lesquelles je suis resté dans le club. Arrière, ailier, j'ai été polyvalent, mais rarement titulaire indiscutable. Après, c'est vrai que quand j'étais dans les clubs, j'ai souvent gagné du temps de jeu, petit à petit, et je suis devenu titulaire. Je suis finaliste du top 14 2012 avec Toulon. Benjamin Lapierre. Benjamin Lapierre, bravo Yam, félicitations, Il le dit avec un câble, c'est John Wick, le mec. bravo. Ah, bravo, Félicitations. mec. Allez. Ah, j'enchaîne les Pas victoires. d'accord, il n'y a pas de fille, désolé, je m'en vais. Oui, désolé, là, j'avoue. Non, mais je reconnais mes torts, Johanna. Merci d'être venue dans l'émission, Johanna, ça a été un plaisir. Merci à vous. Donc là, ça y est, c'est Biarritz, tu Pour te prépares remettre Biarritz. dans le bain, tu vois. Moi, je prépare pas Birgit, je suis blessée, je traîne une pubalgie depuis un an, donc La je pire des rame. blessures. Exactement, donc c'est vrai. non, moi, ma saison est finie, je vise mi-août, la reprise. Voilà, D'accord, c'est ok. ça, Et donc l'année prochaine, avec une nouvelle saison tout à fait. de France 7. On espère que on vous a donné envie de regarder l'équipe de France à 7. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Vous serez là, Oh bah oui, normalement c'est bon. Hein. On est là, on est prévu. Hein. évidemment. Et on se retrouve pour parler des barrages des top 14 la semaine prochaine. Ciao à tous. Au revoir.